Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant podcast numéro 40. Moi c'est Plax et j'ai avec moi mon cher Thiergo. Comment vas-tu, mon petit Thiergo? Est-ce que t'as bien dormi cette nuit? Écoute, j'ai très très bien dormi parce que je me suis dit que j'allais pas me faire du mal et veiller, enfin surtout qu'il fallait travailler le lendemain. C'était ça. Et voilà, et quand j'ai vu, sache que c'est ton texto, il faut savoir que Plax, quand il se réveille, la première chose qu'il fait, c'est il m'écrit. Non, j'étais réveillé avant, je me suis réveillé à 5h50 ce matin. Ouais, bon voilà. En tout cas, j'ai eu un texto vers 6h30 en disant putain, on est nul, on a encore perdu. Je suis persuadé que la première chose que je fais quand je me lève, c'est que je envoie des textos. Alors, la première chose que j'ai fait quand je me suis levé, sache-le, c'est de me jeter sur mon téléphone pour regarder le score. Okay. Et j'avais pas grand espoir, mais voilà, quand j'ai vu le 20-17, c'est le score classique du match des Giants, un 20-17. Voilà, c'est... On a l'habitude. Je pense que on n'a jamais eu sous McAdoo, sous Shurmur ou encore sous Coughlin autant de matchs où on s'est dit ce match on aurait dû le gagner. Ce match on était à 3 poils de fesses de le gagner. J'ai l'impression que sous Joe Judge on a eu une quantité monstrueuse de matchs où ça se jouait à pas grand chose, où à chaque fois en fait t'as des trucs complètement débiles qui se passent. Enfin, on va rentrer dans le détail tout à l'heure. On va en parler juste après. Et avant de rentrer dans les détails de ce match-là, je voudrais qu'on parle rapidement, comme la dernière fois, du Patreon qu'on a lancé. On vous rappelle, une page Patreon, donc ça s'écrit patreon.com/onlyagiantpodcast. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, évidemment, participer à la vie de Giants France, à la vie du football américain en France, à nous aider à nous développer et nous donner des moyens de faire certaines choses supplémentaires. Et on remercie donc cette semaine Jimmy Novak, Quentin R, Xavier Faure et Vincent Scholler. Voilà, j'ai dit trop vite, je voulais que tu nous parles un petit peu de ces gens et pourquoi, mais tu peux peut-être rappeler ce qu'on peut faire en fait sur le Patreon rapidement. Ouais, alors sur le Patreon, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est un système d'abonnement où il y avait différents niveaux. Vous pouvez aller voir sur la page. Chaque niveau d'abonnement, donc c'est différentes sommes, vous donne accès à certains avantages et notamment d'être cité au début de podcast, puisque on est très reconnaissant que vous nous souteniez aussi de cette manière. Déjà, il y a ceux qui nous suivent régulièrement, on est déjà très reconnaissant, et puis vos feedbacks, et puis ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau qui nous permet de régler les frais de fonctionnement du podcast, etc. Et donc ce sont des abonnements, il n'y a pas de possibilité de faire un paiement one shot sur Patreon, ce qui est un peu dommage. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'une fois que vous vous abonnez, vous devez rester abonné pour 12 mois ou quelque chose comme ça. Non. Quand vous vous abonnez, vous attendez d'être débité, et une fois que vous êtes débité, vous retournez sur votre compte Patreon et vous retirez l'abonnement à la page de Only a Giant Podcast. Comme ça, vous ne serez pas redébité une nouvelle fois. Mais nous, on aura bien reçu votre soutien ponctuel. Voilà, exactement. Et donc, juste pour info, puisque on a 2 personnes qui sont abonnées au niveau 3, ils ont accès, donc en plus du fait qu'on les remercie en live évidemment, aux stickers. Alors les stickers, on les a déjà, et il faut qu'on prévoie, puisque ça fait partie de l'abonnement, les sous-bocs. Et là, on est en train de travailler dessus, on est en train de réfléchir à des choses qu'on pourrait faire sur Touchdown Accuse. On en fait des très beaux, et on est en train de regarder ce qu'on peut faire de sympa avec les Giants, des images ou je sais pas. Voilà, on est en train de réfléchir à tout ça, donc dès que ce sera disponible, vous recevrez, même si vous vous désabonnez, en tout cas, pas de souci, ceux qui s'étaient abonnés recevront également. Il faut juste que je vois comment récupérer les adresses. Je pensais qu'il y avait un truc où vous étiez obligé de mettre l'adresse, mais bon, ça, on se débrouillera. Voilà, donc c'était la petite pub de début de podcast. Alors revenons sur ce match, défaite 20-17 cette nuit contre les Chiefs de Kansas City. C'était chez les Chiefs qui étaient un petit peu en galère dernièrement, qui n'ont pas été incroyables et qui n'ont d'ailleurs pas été non plus incroyables sur ce match. Et est-ce que tu peux nous faire le défilé rapidement du match, des principales actions et du score, de la manière dont ça a évolué? Oui, si vous avez 1 à 2 heures, je peux vous faire snap par snap, il n'y a pas de souci. Mais... non, blague à part, s'il y avait bien un match sur lequel il fallait battre les Chiefs, c'était celui-là. Parce que dès leur premier drive, il y a eu une interception de Patrick Mahomes. Bon, on leur a rendu le ballon tout de suite après sur la deuxième passe de Daniel Jones qui
s'est fait avoir comme un bleu. Interception dégueulasse. Hein. Ah ouais, non, dégueulasse. D'ailleurs, en fait, Mahomes force aussi, ça passe. Je l'avais dit, hein, il a tendance à forcer, il refait exactement ça, il se fait intercepter. Juste derrière, on se fait intercepter dans la foulée, donc ça casse le truc. Bon, alors du coup, les Chiefs récupèrent finalement leur turnover. Ça n'est pas si grave que ça, puisqu'ils récupèrent tout de suite le ballon, marquent 7 points. On égalise en tout début de second quart-temps. Les Chiefs repassent devant avec un TD à la course de Derrick Gore. Alors quand j'ai vu Gore, je me suis dit Frank Gore. Bah moi aussi. Derrick Gore. Ouais. Je sais pas si c'est la même famille. Et on a terminé en fait la mi-temps sur un score de 10-14 parce qu'on était remonté quand même assez haut et on s'est retrouvé à un 4e et 2 qu'on n'a pas voulu tenter et Joe Judge a joué encore avec une stratégie conservatrice et a décidé de faire un field goal de 23 yards. Donc on se termine la première mi-temps à 14-10 en faveur des Chiefs. Troisième quart-temps, c'était la sieste. Il s'est rien passé. Les Giants sont repassés devant en début de quatrième quart-temps sur une passe de Daniel Jones à Evan Engram de 5 yards. C'était, je crois, la seule action significative de la part d'Evan Engram sur tout le match. D'ailleurs, on n'a pas dit, hein, le premier TD d'ailleurs est aussi d'un de nos tight ends, puisque c'est Kyle Rudolph qui a fait notre premier TD. Et quatrième quart-temps, il y a un premier field goal des Chiefs qui les permet d'égaliser à 17-17. On a eu une interception de Darnell Holmes qui a été effacée à cause d'une faute de Lorenzo Carter. Ou Ocean Jimenez. Je crois que c'est Jimenez, ouais. Ouais, Jimenez, voilà. Donc voilà, pas d'interception. Et du coup, après, les Chiefs ont marqué un autre field goal de 34 yards. On arrive à 17-20 et voilà. C'était fini. Sachant qu'à 17-17, on a la possession. Et il reste à peu près 8 minutes à jouer, je pense. Et on a la possession et on peut faire quelque chose. Et on arrive à driver un tout petit peu avec cette fameuse réception que je vous ai partagée ce matin de Elijah Penny et qui fait un petit geste. Il célèbre un tout petit peu parce qu'il est content d'avoir enfin joué, parce qu'il joue pas beaucoup le pauvre, et d'avoir fait un beau gain parce qu'il se fait pousser. En fait, il reste dans les milieux de terrain et il gagne 15 yards. Et ils ont les arbitres qui décident que c'est un taunting et donc qu'on perd 15 yards. Et donc on repart effectivement en première tentative, mais on perd 15 yards et ça nous nique un peu tout le truc. On regagne un tout petit peu de terrain, pénalité des Chiefs. Et là, qu'est-ce que notre ami Darius Slayton décide de faire ? Eh bien, un joli drop. Et donc voilà, ça se termine là, alors qu'on était bien lancé, on aurait pu aller marquer. Là, clairement, à 17-17, si on va marquer un TD ou même qu'on met un field goal, ça change un peu le match. À la place de ça, on leur rend la balle. Et alors, peut-être première chose que je voudrais dire, c'est équipe spéciale. Alors, on a l'équipe spéciale, c'est deux choses. C'est les punts. Ah non, c'est plus que ça d'ailleurs. C'est les punts, c'est les field goals et c'est les kick-off. Return ou kick-off d'ailleurs. Et en fait, notre escouade de punt, notamment notre punter, est loin d'être exempt de tout reproche et fait des punts tout pourris. Et on leur redonne la balle dans des super bonnes conditions pour qu'ils aillent nous mettre le field goal de la victoire. Voilà, donc ça c'est un peu décevant. Les punters, c'est pas ce qui coûte le plus cher. À mon avis, ce serait peut-être le moment de sonder un peu le marché là pour ça. Ouais, si on peut revenir juste sur la pénalité d'Elijah Penny, au début moi je pensais que c'était juste le fait qu'il tendait le bras et qu'il lâchait le ballon et que au final c'était une pénalité pour taunting qui était quand même assez légère, mais apparemment il est aussi en fait allé gueuler à un truc à un défenseur, et on sait que cette année particulièrement les arbitres ont pour instruction de flaguer tout ce genre de chambrage entre... Alors, on a déjà vu en début de saison sur d'autres équipes qu'il y avait des trucs complètement ridicules qui se faisaient flaguer. Je savais que ça allait tomber sur les Giants à un moment donné, c'est tombé sur ce match et c'est tombé sur un drive qui, comme tu l'as dit, était clé pour nous permettre de repasser devant. Ça casse tout le momentum, quoi. C'est vraiment dommage. Après, il n'y a pas que ça, hein. Je pense qu'il y a tellement d'autres trucs dont on peut parler. Non, bien sûr. Alors, juste un truc, de ce que j'ai vu, il court pas vers un joueur pour le gueuler dessus. Il y a un joueur qui lui passe devant, et oui, il a l'air de lui dire quelque chose. Effectivement, j'ai vu ça aussi. Tu vois, c'est pas volontairement qu'il va courir vers un gars pour lui faire tiens, t'as vu ce que je t'ai mis, tu vois. C'est pas trop ça. Ouais, non, mais il fait yes, il y a un mec qui passe devant, il fait boum, tu vois, ou je sais pas ce qu'il lui dit. Mais bon, effectivement, ça plaît pas aux arbitres. Bon, en tout cas, voilà, mais ça suffisait parce que en fait, là pour
pour le coup, les arbitres, ils ont suivi la politique arbitrale de la saison, qui est très critiquable, je trouve, hein, mais c'est un choix de la Ligue. Très franchement, j'espère qu'ils vont revenir sur cette règle parce que c'est complètement Et débile. puis ça fait partie du jeu, c'est les trucs un peu sympas qu'on aime bien voir. Putain, au hockey sur glace, ils ont le droit de se foutre des points dans la gueule, et nous, si on juste on fait une Ouais, petite remarque à quelqu'un. mais en hockey sur glace, je pense qu'ils n'ont pas encore eu la méga procédure judiciaire pour des commotions, etc. Et le jour où ça viendra, ils vont être obligés de faire quelques ajustements. Mais là, Ouais. typiquement, c'est débile. Enfin, on n'est pas dans quelque chose qui est abusif. Si tu es vraiment sûr. Tu vois, je me rappelle d'il y a 10 ans où parfois, où tu avais un joueur qui s'était amusé à faire du rodéo sur le dos d'un défenseur. C'est-à-dire que en gros, il était tombé, le défenseur était à quatre pattes, était en train d'essayer de se relever, et lui, pour le chambrer, il faisait le rodéo sur lui. Là, tu dis, bah ouais, là c'est carrément abusif, tu balances un flag en disant arrête de déconner, quoi. Mais pour le truc de Penny, c'était débile. Mais tout ça pour dire que on a quand même fait 10 fautes pour 88 yards, ça nous tue. Alors dans le tas, il y a quand même une faute qui est contestable, un face mask qui en fait n'en est pas un, Non, mais clairement. j'en veux. Ouais, mais alors clairement sur le replay. Oui, Mais non, par mais contre, moi d'accord. je me mets à la place de l'arbitre qui voit l'action en live, qui voit une main à côté du face mask et qui Oui. voit la tête bouger et qui s'est dit face mask. Et donc en fait, j'aurais fait la même chose que l'arbitre à sa place. Non, mais Donc, même au ralenti, c'est pas évident de le voir. Et par contre, ça fait chier de se dire que voilà, c'est encore des choses qui nous coûtent cher. Et après, en face, ils se font aussi pénaliser, hein. Ça, il Ouais. n'y a pas, y a pas à dire. Ils ont eu beaucoup de pénalités aussi. Mais globalement, 12% 3. la discipline, quand même, c'est un point qui était mis et qui est toujours mis en avant par Joe Judge comme un truc qu'il a vraiment envie de mettre en avant et pour que ça marche, etc. Et ça fait pas partie du tout des points forts de l'équipe. Alors ça, c'est un peu Non. problématique. Je sais Non. pas trop comment analyser ça, je sais pas trop quoi penser de ça. En tout cas, ce que je vois globalement sur Internet, ce que je vois des commentateurs, c'est que Joe Judge, petit à petit, il commence à être mis un peu en doute aussi, un peu en question sur des décisions, des temps morts qui sont pris. Alors, il y a le fameux coup du, ils ont parlé aujourd'hui là, oui, j'entendais pas bien ce qui dans Ouais. l'oreillette, ça marchait pas, le micro marchait pas, etc. Ça fait quand même beaucoup de matchs où dans Joe Judge, dans ses décisions, soit il est pas assez agressif quand on estime, nous de notre côté, alors après, peut-être que c'est pas la bonne décision, mais on se dit quand même là, 4ème et 2, il y a peut-être moyen de faire un peu mieux que ça. Et contre les Chiefs, il faut tenter des trucs. Et également des temps morts pris à des moments un peu improbables, et on se retrouve en fin de match ou en fin de mi-temps avec zéro temps mort parce Ouais. on en a pris sur des moments où a priori il n'y avait pas de raison d'en prendre. Donc ça c'est pareil, discipline, mauvais changement, on est obligé de prendre des temps morts pour des trucs qui ne devraient pas. Je sais pas trop comment analyser ça, j'ai pas trop d'avis, je sais pas ce que t'en penses de... Est-ce que c'est Ouais. le coaching, est-ce que... Je sais pas. Je pense qu'en fait, il y a une part de coaching, naturellement. Le truc, c'est qu'on a dit énormément de bien de Joe Judge en disant c'est un gars, il dit des bonnes choses, il a une bonne mentalité, le vestiaire est derrière lui, etc. Mais au bout d'un moment, dire les bonnes choses, ça ne suffit pas. Dire que on va revoir les fondamentaux, qu'on va être discipliné, etc., c'est bien, mais il faut aussi que ça se voit sur le terrain. Et le problème, c'est qu'on ne le voit pas sur le terrain. Donc déjà, premier mauvais point pour lui, c'est le manque de discipline. Parce que ça, on le voit, on l'a vu sur tous Mm. les matchs. Autant la première saison, tu dis bon, c'est le début. En plus, il y avait le Covid, donc bon, voilà. Deuxième saison, j'ai beaucoup plus de mal à Ouais, l'excuser. tout à fait. Deuxième point, il y a aussi l'aspect trop conservateur, où là je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu commences, tu es à 2 et 5. Tu n'as plus rien à perdre. Tu as face à toi une équipe qui est dans le doute. Bah vas-y, tente des trucs. Tu t'en fous de toute façon. Tu vas faire quoi? Tu vas perdre. Donc vas-y, tente. Et ça, Joe Judge, il n'y arrive pas. Alors après, on pourrait dire aussi, oui, mais en même temps, il n'a pas aussi la ligne offensive qu'il faut pour tenter en fait des power Mhm. play sur la goal Mhm. line. Bon, c'est une chose. Et puis après cette excuse du micro où il dit ça fait plusieurs matchs, là t'as envie de dire bah si ça fait plusieurs matchs, pourquoi est-ce que t'as pas déjà trouvé une alternative? Mhm. Bah, voilà quoi, Bon après à sa défense, à sa décharge, il a dit aujourd'hui c'est pas une excuse. J'en ai parlé, mais je n'utilise pas ça comme excuse. Le problème il vient pas de là, il y a bien d'autres Non choses mais à c'est ce que corriger. j'allais C'est dire. pas ça le souci. Non mais c'est Il ça, l'a en il l'a fait dit aujourd'hui. je pense que sur le moment il a sorti ça, mais moi j'ai trouvé ça l'a complètement discrédité
Parce que certes, même si c'est vrai, ça te met pas en valeur de dire ah bah c'est la faute à l'équipement. Non. C'est comme moi quand je suis nul à Madden et qu'en fait je vais me plaindre de la manette. Non mais c'est un peu ça l'argument quoi. Donc le problème c'est que j'aime beaucoup Joe Judge, mais là, déjà, on sait que Gettleman, en fait, il survivra pas à cette saison. Je vois pas comment est-ce qu'il peut survivre à Non. cette saison. Non. Mais si Judge, lui, de son côté, n'arrive pas en fait à montrer du progrès et à régler notamment ses problèmes de discipline et de mauvaise gestion du chrono et de mauvaise prise de décision, enfin de prise de décision trop conservatrice sur les 8 matchs qui lui restent sur la saison, Mmh. je vois pas comment est-ce qu'on peut convaincre le prochain GM de garder Judge. Non, et Donc notamment, tu sais ce qui serait important aussi, et c'est ce qu'on avait relevé ça l'année dernière, on avait dit c'est bien, il sait faire les changements quand il faut. Il a a priori la responsabilité des coachs, des coordinateurs. Il s'est entouré de beaucoup de monde, ça marche pas beaucoup mieux. C'est aussi sa responsabilité de dire je me suis trompé, il fallait que je prenne quelqu'un d'autre, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire à la bye week? Qui on va virer? Eh bien, on va virer Jason Garrett, car il y en a marre de faire des matchs où, quand l'équipe adverse marque seulement 20 points, nous, on n'est pas foutu d'en mettre 21. Parce qu'on en met 17. Alors, je me suis pas amusé à aller récupérer les scores. La semaine dernière, on en met 25, un peu par chance, parce que l'attaque, c'était quand même pas ça non plus. Mais après, il y avait beaucoup de blessés, cette semaine aussi d'ailleurs. Mais globalement, si on regarde nos scores, je crois pas que cette saison... Ouais, vas-y, dis-les-moi les scores de cette saison, tiens, juste qu'on rigole. Alors bon, on va rigoler. Donc je te donne à chaque fois, je te dis pas si on a gagné ou pas. Non, juste le nombre de points qu'on a mis en attaque, juste ça. Ok, première semaine, 13 points. Deuxième semaine, 29 points. On a quand même perdu. Ouais. Troisième semaine, 14 contre les Falcons. 27 points contre les Saints, on a gagné. 20 points contre les Cowboys, on a perdu. Heureusement que je t'ai dit que je te disais pas si on gagnait ou perdait. 11 points contre les Rams. Et 25 la semaine dernière. Et 17 Ouais, donc ça tourne toujours autour des 20, beaucoup de fois en dessous des 20. Il y a des équipes, j'ai l'impression que ça leur arrive jamais de ne pas marquer 20 points, que c'est le minimum syndical, c'est de marquer 20 points. Quoi. Mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas une attaque qui met pas globalement des 25, 30, 35 points de manière constante? J'ai l'impression que ça fait 10 ans que ça n'arrive pas. Non, c'est arrivé quand même sous Eli Manning. Parce que même la saison en 2016, où c'est la bonne saison, on a réussi à se qualifier en playoff, en fait, on gagne grâce à notre défense, mais on met toujours des 20 points. C'était le truc basique aussi. Avec Shermer, on avait quand même une attaque qui globalement tournait bien. Moi, j'ai souvenir que c'était un peu plus explosif et que Daniel Jones lançait des passes un peu plus longues, parce que là, juste pour info, est-ce que tu sais quelle est la distance moyenne des passes de Daniel Jones tentées sur ce match? Dis un chiffre. Ça doit... Allez, je vais dire, ça va être 5 ou 6 yards. Ouais, c'est entre 4 et 5, 4,5 je crois. Mais il a fait tellement de passes courtes pour... alors, Devontae Booker est, je pense, le seul point positif de cette attaque. Il a eu quand même un très très bon match à la course avec 60 yards sur 15 courses et 65 yards à la réception sur 5 réceptions. Et donc en fait on le voyait beaucoup sur des passes courtes de Daniel Jones. Mais c'est important ça, c'est important d'avoir ce jeu-là qui marche bien. Bien sûr, mais il faut aussi avoir le jeu long, on est d'accord. Alors il y a eu une passe longue sur John Ross, un peu lancé un petit peu en mode 1 contre 1 et bon courage mon vieux, rattrape-là. Il l'a eu heureusement, donc John Ross qui fait 2 réceptions sur 3 passes, 72 yards. Grosse question sur Kadarius Toney qui revenait de blessure, qui joue, qui d'ailleurs c'est un peu blessé le pouce mais a priori ça va. Pourquoi on lui fait que 5 targets, 4 passes complétées, 26 yards. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'en fait, il revient de blessure. A priori, on décide de pas trop jouer sur lui. Par contre, on le met en retour de field goal ou de punch, je sais plus. Mais mettre un mec en returner, c'est super dangereux. On a vu plein de joueurs se blesser sur ces postes-là. Quand un mec est censé être un peu blessé et que tu veux pas trop le faire jouer, pourquoi tu le mets en returner? Je n'ai pas compris ça, mais bon, écoute, ça fait partie des choix que je ne comprends pas de ce coaching staff. Il y a des choix qui sont extrêmement bizarres. Et est-ce que je peux dire un autre point noir que j'ai dit et que je vais continuer à dire, parce qu'à mon avis, tant que Garrett sera là, c'est notre incapacité à convertir et à avoir des jeux intéressants en 3e tentative, et surtout, dès qu'on rentre en red zone et qu'on est accolé à la goal line, on ne sait plus. J'ai l'impression qu'on perd tous nos moyens. Il y a la fameuse passe lobée encore pour Kyle Rudolph qui marche pas, ça fait 10 fois qu'on la tente, ça marche jamais. Il met quand même un TD, Kyle Rudolph, ok. Evan Engram met une réception sur un tracé quick out.
La balle est parfaitement bien lancée parce que là, ça se joue au poil de cul, mais c'est encore une fois pas super inspiré. Un troisième et un qu'on n'arrive pas à convertir en pleine partie, alors que ça aurait pu là aussi nous permettre de continuer un drive et de nous faire marquer des points. Enfin, plein de trucs comme ça, des jeux importants, on n'arrive pas à sortir le bon jeu, où le play call n'est pas du tout inspiré. Et globalement, on a une équipe qui est une équipe offensive qui est morte, quoi. C'est pas du beau jeu, c'est pas intéressant à jouer, ça fait pas plaisir, quoi. Non, Et on dit la même chose depuis le début de saison. on dit la même chose depuis le début de saison et en fait si c'était qu'un problème de play calling, ce serait simple. Je pense que ça joue beaucoup, mais oui, il n'y a pas que ça. Non, 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 ça joue beaucoup, on est bien d'accord, hein. Mais en fait, il y a tellement de trucs qui vont pas. Même Jones, en fait, a failli, on l'a pas dit tout à l'heure, mais Jones a failli se faire intercepter une deuxième fois. Où tu sais, il y a eu le DB des Chiefs qui a glissé devant Slayton. Et donc, bon, Jones globalement joue bien, hein, on va pas revenir sur ce qu'on a déjà dit avant. Vu les moyens qu'on met à sa disposition, tant en matière de play calling qu'en matière de joueurs, il se débrouille quand même pas trop mal. Oui, il fait 22 sur 32, 222 yards, 2 touchdowns, voilà. Une interception, ça va, c'est correct. Mais non, c'est très correct. Mais en fait, le truc, c'est tu regardes. Elle a mal été montée cette attaque. Déjà, on l'a déjà dit, hein, mais le premier truc que Gettleman a dit, c'est je vais reconstruire la ligne offensive. Ah bah on a vu, elle est bien reconstruite. Ouais, ça fonctionne vachement bien. Ouais, donc, Et le seul joueur qui est censé être bon, qui est bon d'ailleurs, Andrew Thomas, est blessé. Donc, alors après, à son crédit, Matt Peart a fait un bon match et il est assez constant depuis plusieurs matchs. Ned Solder se fait encore marcher dessus comme à son habitude, donc ça change pas. Mais tu sais, j'ai l'impression quand j'y repense, en fait, la manière dont il voulait faire cette équipe, c'est d'abord construire le cœur avec les deux lignes offensive-défensive, et ensuite rajouter des playmakers. Et en fait, j'ai l'impression qu'il en est venu à la saison où il est obligé de rajouter ces playmakers qu'on attendait depuis longtemps, et il a signé Golladay, etc., Tony, etc., pour vraiment avoir ces joueurs capables de faire du jeu. Sauf qu'en fait, la O-line n'est toujours pas construite, et donc ça fonctionne pas. Oui, ça aurait marché si la O-line avait fonctionné correctement. Et c'est aussi en fait qu'il a une mentalité de all-in depuis le début. En fait, je pense que Gettleman étant vieux, il est vraiment en mode, moi le dernier truc que je réalisais dans ma carrière, c'est avoir un Super Bowl. Donc il est arrivé, il a dit, on est all-in, on va faire remporter un dernier Super Bowl à Eli Manning en prenant des playmakers comme Barkley, en prenant un gars de ligne, enfin Hernandez en second round, mais ça n'a pas fonctionné, etc. Et maintenant, en fait, il est arrivé à la phase. Bon, ça n'a pas marché avec Eli, j'ai mon nouveau quarterback, mais je vais bientôt me faire virer, donc all-in aussi. Il a eu une saison de transition pour reconstruire cette O-line, une saison ou deux. Finalement, ça n'a pas réussi, hein, mais oui, là, il en est à ce stade-là. En fait, il a grillé l'étape il n'a pas réussi l'étape de je reconstruis le cœur de ma O-line. Ça n'a pas fonctionné, mais il a été obligé malgré tout de prendre ses playmakers, alors qu'au niveau O-line, ça n'a pas marché. On l'a vu sur la draft, hein. Il prend pas de O-line et il prend Kadarius Toney. Alors, j'adore Kadarius Toney, il n'y a pas de souci, mais si t'as pas les 3 secondes pour lancer la balle, c'est compliqué. Non, c'est clair. Après, globalement, la O-line reste... fait pas son pire match non plus, il se fait saquer 2 fois, Jones, ça va. Mais encore une fois, peut-être que le play calling pâtit de ça et il est obligé de s'ajuster, peut-être Jason Garrett, pour trouver des parades à cette ligne offensive qui est pas au niveau. J'en sais rien, c'est le serpent qui se mord la queue en fait. Ouais, c'est ça, on n'arrive pas à savoir. Le play calling est limité par l'état de l'effectif, hein, avec les blessures, mais l'effectif est aussi limité par le play calling. Il y a des équipes qui sont bien plus blessées que les Giants. Nous, on a pas mal de blessures, mais il y a des équipes qui sont beaucoup plus blessées. Ouais, alors pas en défense, surtout en attaque. Non, mais voilà, tu vois, je pense à une équipe comme les Browns, ils ont enchaîné. Je crois que les Panthers aussi, ils étaient assez amochés quand on les a affrontés. Tiens, d'ailleurs, t'as vu Odell Beckham, il est invisible, hein. J'ai regardé un peu, putain, il fait rien le pauvre. D'ailleurs, ça parle beaucoup de trade en ce moment, puisqu'on arrive à l'approche de la trade deadline quand on enregistre ce podcast. D'ailleurs, je me demande pas si c'est pas en ce moment même la deadline. Je sais, c'est peut-être cette semaine. Non, c'est aujourd'hui, mais je sais pas à quelle heure exactement. Attends, je crois que c'est aujourd'hui et qu'il reste que quelques heures. Quelques heures. Va-t-on réussir à se débarrasser de... Non, Evan Engram, a priori non. Hein. A priori non, puisque à 22h ce soir. Ah, donc ok. Dans 2 heures. Il reste 2 heures par rapport au moment où on non, mais depuis... moi, non. Moi, je pense qu'il reste 1 heure à cause du décalage. Nous, on est passé à l'heure d'hiver, donc je crois que c'est 21h.
Il reste 1 heure, donc à moins qu'il se passe quelque chose pendant le podcast, voilà, a priori, pas beaucoup de mouvements côté Giants. À la limite, tant mieux. Je préfère que Gettleman, on l'a déjà dit, hein, tant qu'il est là, ne fasse pas le fou, aille pas dépenser des pics ou je sais pas quoi en faisant n'importe quoi. Revends des joueurs si tu veux, c'est le seul truc que je t'autorise à faire. Et encore, revends pas n'importe qui parce que ça pourrait mal terminer. Donc voilà, est-ce que tu veux rajouter des choses pour cette attaque qui, encore une fois, 17 points, une attaque où il se passe pas grand-chose Non, on pourrait juste citer le fait que Kadarius Toney nous a fait une belle petite passe de 19 Ah oui, c'est yards. vrai, c'est vrai. Voilà, mais sinon c'est tout. Je pense qu'on s'est fait suffisamment de mal à parler de cette attaque. Enfin, moi, c'est Et- mon truc, l'attaque, en plus. Ça me fait chier de voir cette attaque comme ça me saoule. Qu'est-ce que j'ai envie ouais. d'avoir une attaque qui marque 40 points, quoi. Franchement, ça me manque, hein, je veux te dire. Mm. Mm. Bref, bon, et puis du coup, le point positif quand même sur ce match, c'est la défense, puisque ça, je sais pas combien de fois je l'ai dit, mais je pense que je le dis à chaque fois que la défense a joué correctement. J'ai dit, une défense qui n'encaisse que X points, et là c'est 20 pour le coup, ça devrait suffire à nous faire gagner le match. Typiquement, Kansas City nous met que 20 points. L'année dernière, on aurait joué contre Kansas City. Si on ne prenait que 20 points, je peux te dire que j'aurais été vraiment heureux. Et là, d'ailleurs, 20 points, je me dis, c'est pas mal. On a joué beaucoup en cover 2, c'est ce qu'avaient fait également les Buccaneers au Super Bowl où ils ont battu les Chiefs. C'est d'ailleurs ce que font toutes les équipes depuis, puisque et on dit souvent c'est la copycat league, hein. On voit une équipe qui fait quelque chose, ça marche, on va faire la même chose la semaine d'après. Là en gros maintenant on sait à peu près, et toutes les défenses savent à peu près comment défendre contre Kansas City. Donc toutes les défenses font à peu près pareil, et ça a l'air pour l'instant de marcher. Cette couverture 2 qui a bien marché, la défense qui a bien tenu, malgré effectivement les erreurs des Chiefs, et on en a profité, des turnovers, etc. On a encore provoqué un fumble, on fait une interception. Donc voilà, c'est une défense qui a été bonne. On a Adoree Jackson qui a été aussi très bon de son côté. Voilà, l'attaque nous a pas permis de gagner. En tout cas, la défense a fait son job. 20 points encaissés, c'est une prestation, je pense, honorable de cette défense. Ouais, moi j'ai trouvé que Leonard Williams a fait une grosse partie du job. Il a eu un sac, 6 plaquages, dont un plaquage pour perte Mhm. et un force fumble, hein, qui Mhm. me semble, je crois qu'il a été récupéré par. Non, bah non, c'est le force fumble Les qui est Chiefs le directement récupèrent. récupéré par les Chiefs. C'est un strip sack, je Euh, crois d'ailleurs, hein. C'est quand il ouais, sac, ouais, il c'est fait un tomber strip le ballon. sack, exactement. Et en fait, le truc, c'est que Williams, mine de rien, on le voit quand même pas mal double teamé. Mhm. Et donc c'est quand même dommage que le reste de la ligne ne sache pas tout le temps en profiter. Dexter Lawrence pour moi a été un peu invisible sur cette rencontre. Et après, tu as déjà souligné l'excellent travail de la secondary, hein. On a Julian Love qui a une très belle interception en début de match. On avait une autre bonne interception de Darnell Holmes, mais qui malheureusement, donc ça c'était en quatrième quart-temps, Mhm. qui malheureusement a été annulée à cause d'une faute de Ocean Jimenez qui pour offside. Mhm. Et de qui d'autre on pourrait parler Logan Ryan aussi, Qui avait du mal en début de saison et qui a ouais, été un peu meilleur là, effectivement, et qui je crois que c'est lui qui provoque encore un fumble qu'on ouais, recouvre cette fois-ci. C'est sa ouais. spécialité, ça, Logan Ryan. Si Bah, il t'as le va ballon chercher dans le les mains ballon, et que t'es quoi. en train de te faire plaquer, t'as pas envie que Logan Ryan arrive dans la mêlée parce que lui il va toujours mettre la main sur le ballon pour l'arracher, donc Et ça il est vraiment fort. C'est Bradbury qui récupère le fumble. Ouais, Ouais. ouais. Donc globalement, c'est quand même motif de satisfaction, ça, cette secondary. Rappelle-toi, il y a quelques podcasts, on disait on comprend pas, on se prend plein de yards à la passe, c'est chiant, la secondary fait rien alors qu'on attendait beaucoup. Là, ça fait 2 matchs quand même qu'ils sont plutôt au niveau, je trouve. Mais en début de match, par contre, j'ai eu un peu peur parce que je trouvais que Tyreek Hill faisait ce qu'il Oui. voulait. Ouais, ouais. Enfin, après, c'est un joueur qui est vraiment exceptionnel, hein, et on ne peut qu'espérer que Kadarius Toney soit au moins aussi bon que lui, ou en tout cas ait le quart de son talent, parce que c'est une véritable anguille. C'est super difficile de le plaquer. C'est le même type de joueur, je pense, un peu sur les cuts, Ouais, les non, c'est ça. mouvements rapides, l'explosivité. Ouais. C'est pour ça qu'en effet, je fais le rapprochement avec Kadarius Mm. Toney, parce que pour moi, c'est le même profil. Mm. Mais après, c'est sûr, voilà, si on regarde la prestation défensive au global, 20 points contre Patrick Mahomes, même si il faut l'admettre, hein, on a des Chiefs qui sont vraiment dans une phase de doute, et Mm. on le disait déjà avant le match, ça faisait plusieurs matchs que Patrick Mahomes avait des turnovers, des fumbles, des interceptions. C'est sûr qu'on n'a pas eu les meilleurs Chiefs, mais on a eu quand même les Chiefs face à nous, et on les a maintenus à 20 points. Mm. Tout à fait. Non, bah écoute, voilà, que dire de plus? Special Teams, on en a parlé, les punts. Graham Gano qui a fait ce qu'il fallait encore, rien de spécifique sur ce match, pas de field goal de 72 yards, donc
Ouais. Voilà, je sais pas s'il y a quelque chose que tu veux rajouter sur ce match-là en tout cas. On va aborder un petit peu le match suivant juste après. Ouais, bah, je pense qu'on peut. Enfin, moi sur ce match-là, j'ai juste envie de l'oublier, comme les autres, hein, à part le match contre les Saints et les Panthers. Ouais, alors on Mais prend pas une grosse tôle, tu vois. Je préfère toujours qu'on perde un match serré, malgré tout, hein, ça fait chier, je suis d'accord. Mais je préfère qu'on perde un match 20-17 qu'un match, c'était quoi le match où on s'est fait éclater là il y a pas contre longtemps. les Cowboys, 44-20. Ah ouais, voilà, bon, bah, tu Ou vois, ça, 38-11 plus contre les contre les Rams. Cowboys. Ouais. Ouais, bon, bah les deux, 38-11. Bah, 38-11, il y a non-match, tu vois, c'est ça. Donc voilà. D'ailleurs, notre prochain adversaire, les Raiders, qui ont balayé la semaine dernière. Alors cette semaine, les Eagles se sont bien vengés puisqu'ils ont fait une très belle victoire contre les Lions. Alors les Lions, tu sais que leur meilleur receveur, leur receveur numéro un, c'est un mec qui s'appelle Raymond Johnson, qui était chez nous, un remplaçant il y a je sais pas combien de temps, et c'est leur receveur numéro un en ce moment, les Lions. Ah ouais. Non mais Ah c'est ouais. la galère absolue chez eux, c'est Ça, terrible. Bon, en tout c'est... cas, c'est pas pour ça que c'était tout cuit non plus pour les Eagles, qui ont fait un beau match et qui les ont éclatés, ils les ont complètement torchés. Mais par contre, les Eagles, la semaine d'avant, qui se faisaient balayer par les Las Vegas Raiders. Et c'est eux qu'on va rencontrer au prochain match. Alors les Raiders, ils sont un peu... c'est bizarre leur saison, il leur arrivait des choses. Leur coach a été obligé, Gruden, qui a été obligé de partir après des propos, des mails qui ont été divulgués. J'ai pas trop suivi ce qui s'était passé, je sais pas si tu avais C'est regardé en un gros, peu. il a fait, quelqu'un a déterré un mail d'il y a 10 ans où Ah ouais, c'était il y a 10 ans, ah non, ouais, sérieux. non, c'est un vieux truc où en Putain. fait, en gros, il fait une remarque caractère raciste contre comment ça s'appelle, DeMaurice Smith, le chef de la NFLPA, la Player Ouais, Association. ok. Hmm. À l'époque, il n'était pas coach, il était commentateur, hein, vous savez, pendant longtemps, il était commentateur du Monday Night Football. Et quelqu'un a ressorti cet email, et donc bah, forcément, aujourd'hui, à notre époque, quelque chose comme ça n'est plus accepté, et donc il a été forcé de démissionner à cause de ça. Donc du coup, je sais même pas qu'il est coach en ce moment, j'ai pas trop Je sais suivi. pas, peut-être un remplaçant, j'en sais rien. Moi non plus, j'ai pas suivi, mais en tout cas, les empêche pas de bien jouer, de gagner des matchs. Et ils ont Offensivement, ils une belle sont très très attaque. bons. Ouais, 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 ouais. ils ont une belle attaque. Alors, je sais pas si tu as suivi, il y a une news là qui est sortie. C'est un peu malheureux pour eux. Il y a leur receveur Henry Ruggs qui est en deuxième année, qui a été pris dans un accident de voiture et apparemment il conduisait sous substance. Il aurait percuté une autre voiture et une personne dans l'autre voiture serait décédée. Non, Donc ça, là, c'est il est terrible a ça. priori aux mains de la police. C'est assez terrible ce qui lui arrive. Ouais. Bon, après, Ouais, s'il conduit surtout sous terrible pour la substance, victime, quoi. C'est voilà, ouais. c'est surtout ça le problème. Donc, mais lui, voilà, s'il conduit sous substance, c'est clair que bah, prendre des risques comme ça, c'est pas évident. Donc voilà, on pense à nos copains des Raiders, hein, les Raiders France, parce que voilà, c'est pas facile. Mais voilà, cette équipe qui vit des choses un peu dans tous les sens en ce moment et qui continue à avoir un niveau acceptable. Donc tu l'as dit, ils ont une attaque de feu, ça va être un bon test pour notre défense. Bah, en fait, on va voir justement à quel point Henry Ruggs, parce que du coup, on ne reverra, c'est clair qu'à mon avis, on ne reverra pas Henry Ruggs pour la suite de la saison. Parce que là, avec ça, je vois pas comment est-ce que la NFL peut l'autoriser à jouer. Euh, Bon alors après euh, attention, l'histoire on sait pas tout ce qui s'est passé non plus, hein. Pour l'instant c'est a priori c'est ça, mais bon on verra. ouais, non, parce que tu vois, généralement, là, pour des affaires comme ça, la NFL a Mm. tendance à prendre des pincettes en disant, bon, bah, toi, tu vas rester suspendu en attendant que ce soit réglé, puis on en discutera après. Mais là, j'ai les stats des Raiders sous les yeux. Ils sont deuxième de la ligue en passing yard. Donc c'est Bah impressionnant. voilà. Mm. Alors seulement 15e en passing TD, mais bon, voilà. Ils sont 8e de la ligue en rushing yard. Donc pareil aussi, c'est une Ouais. très très grosse attaque. Ouais. Et en fait, leur défense, c'est pas une top attaque, apparemment, une top Top défense. défense. Leur défense contre la course est vraiment mauvaise, puisque 29e de la ligue en rushing yard, mais ils sont quand même 13e non, 9e de la ligue contre la passe. Et 13e en TD encaissé, donc Ouais. c'est Bah alors correct. attention, les Chiefs avaient une défense toute pourrie, on leur met 17 points, hein. Donc Non, mais ça, je mais ça de toute façon, non, mais ça c'est parce que nous on est nuls. ah Je oui. veux dire, on va faire passer, enfin, si on arrive à mettre 3 points contre les Raiders, ce sera déjà bien. C'est Ouais. Bon c'est en le tout cas niveau. c'est Enfin, tu vois, je pense que je n'ai jamais été. Je suis quand même quelqu'un d'un naturel optimiste et j'ai toujours envie d'y croire, mais cette saison, je suis vraiment à bout.
en me disant bon, j'attends rien de cette équipe, on n'en fera rien cette année. Je suis Non. désolé de le dire, mais je continue à Non, regarder non, les mais matchs. c'est sûr, cette saison, on n'en fera rien, il n'y a pas de doute. Moi, ce que j'aimerais vraiment, et petit Papa Noël, si tu pouvais virer notre ami Jason Garrett à la bye week. Donc, j'attends rien de ce match-là. Par contre, j'aimerais qu'il y ait un peu de mouvement à la bye week, que ça relance un peu l'intérêt sur ce qui va se passer en deuxième partie de saison. Parce que là, clairement, s'il se passe rien, si on bouge rien, si on a les mêmes coachs, si on a tout pareil, bon, bah, qu'est-ce qu'on va attendre du reste de la saison? Plus grand-chose, hein. On va se dire, bah, ça va continuer pareil, et puis voilà, il n'y a pas de raison que d'un coup tout change. Donc j'aimerais qu'il y ait un nouveau maître à penser de cette attaque. Voilà, quelqu'un qui a une vision un peu innovante de l'attaque, un peu moderne de l'attaque, et qui soit capable vraiment d'appuyer sur les points forts, faire ce qu'il faut, et pas avoir en dents de scie, ah là on dit il a fait un bon match, super, match d'après, tout pourri, il se passe rien. Après il se repasse rien, après ah bah il a fait un petit bon match, c'est pas mal, et puis après il se repasse rien. Enfin, voilà, c'est comme ça à chaque fois, c'est ce que ça fait plus d'un an qu'on vit ça, donc voilà. J'aimerais un peu de sang neuf. Alors d'ailleurs, a priori, il y a des rumeurs aussi qui disent, alléluia, que si, et ce sera le cas a priori, hein, que Que si Giants seront Gettleman... Que quoi? La rumeur, comme tu as parlé, c'est qu'il y a des rumeurs selon lesquelles les Giants se renseigneraient pour des Oui. candidats à la succession de Gettleman. Voilà, et les candidats, ce sont pas des gens de la maison, alors il y en a toujours des noms qui circulent, mais c'est surtout quelqu'un d'extérieur, et ça, Ouais, encore une fois, on va le redire, moi ouais. j'espère vraiment que ce sera quelqu'un de l'extérieur qui arrive avec des idées fraîches et des choses à apporter qui sont pas des trucs qui sentent le renfermé, quoi. Tu les as, les noms? Parce que moi, je les ai. Non, Je il y avait pense qu'on Reddick, en c'est pourra en ça? parler. Alors, Je les connais il pas y a tous, Louis hein. Reddick qui aujourd'hui travaille en fait à la télé, hein. Mhm. Il y a Monty Osenfort qui, il me semble, vient des Titans, qui est l'assistant GM. Joe Shun, je sais plus d'où il vient lui. Après, c'est Et pas Joe des mecs Shun qui sont... et non, ce sont pas On les des connaît pas trop, quoi, donc c'est dur de donner un avis, quoi. ouais, non, bien sûr, non, mais il va falloir qu'on ouais, Joe Shun, il est en fait l'assistant GM des Bills. Donc, quand on voit le travail qu'ont fait les Bills Ouais, ces dernières ouais, années, c'est quand même c'est plutôt vrai. rassurant. Et le dernier, c'est Dave Ziegler. Dave Ziegler qui vient des New England Patriots. Mhm. Il est directeur directeur of player personnel. Donc, en fait, il s'occupe de gérer les joueurs, quoi. Donc, Alors, tu sais ce qui pourrait être intéressant, et j'avais lu ça aussi, c'est qu'il y en a certains qui ont déjà un lien plus ou moins avec Joe Judge. Ce bah, qui pourrait faciliter, et à mon avis, ça peut être une direction choisie Ziegler, volontairement. ouais, Notamment, et Ziegler. je crois qu'il y en avait un deuxième qui avait déjà un lien avec Joe Judge pour je sais plus quelle raison. Ouais. Mais voilà, effectivement, s'il le connaît déjà, s'il connaît déjà son head coach, c'est vrai que on a du mal à voir un nouveau GM qui arrive, qui connaît Joe Judge, ni d'Ève ni d'Adam, et qui en plus, on imagine peut-être, pense pas forcément du bien de lui, le conserver. Mais ça, ce sera forcément dans les discussions de John Mara quand il va Mm. le signer. Je sais pas trop comment ça se passe d'ailleurs, une signature de GM. Est-ce que c'est que le président qui choisit, il doit avoir des conseillers, je sais pas comment ça se passe. Je me rends pas compte. Bah, tu sais, Bref. il y a eu des périodes où notre ancien GM d'avant 2006, hein, comment il s'appelle, Ernie Accorsi, qui avait Mhm. drafté Eli Manning, Mhm. avait été embauché par les Panthers, par le nouveau patron des Panthers pour trouver un GM, et il avait recommandé Dave Gettleman. On voit que ça Ouais, a bien marché. d'accord. Mhm. Et il me semble qu'il avait été embauché par une autre équipe, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble qu'il avait été embauché comme consultant par les Browns pour trouver leur nouveau GM. Donc, Et Ornia Corsi, il veut pas signer? euh, Il veut pas revenir? non, il est à la retraite, ce gars. Non, bah, je Il est sais bien. super. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas ce bouquin, il me semble que j'ai dans une tête déjà parlé, mais il y a un bouquin qui est écrit par Ernie Accorsi qui parle un peu de sa carrière. Il a commencé comme journaliste sportif, il parle beaucoup de baseball, et puis après il est rentré dans des équipes. Il a travaillé chez les Baltimore Colts, il a travaillé chez les Browns, et puis il s'est retrouvé chez les Giants. Et en fait, il parle un peu de toute sa vie, de différentes étapes de sa carrière NFL, et c'est Mhm. super intéressant. Et il faudra que je retrouve le titre parce que sinon c'est pas très intéressant de vous parler du bouquin, mais je crois que c'est GM Football Life ou quelque chose comme ça. Je retrouverai le titre et je vous le partagerai sur Twitter. Ok, bah justement, puisqu'on arrive en fin de podcast, ton Twitter, on peut te suivre sur @Thiergo, Oui, Thiergow. tout à fait. N'hésitez pas également à suivre la page GiantsFR, @NYGiantsFR. Et puis voilà. Voilà. Écoute, je propose qu'on s'arrête là. On se donne rendez-vous dimanche à 19h pour le match contre
les Raiders. Et puis portez-vous bien d'ici dimanche prochain. Pas de panique, tout va bien se passer. Ne vous Les jetez Giants, pas d'un pont. voilà, les Giants c'est vont toujours, redevenir forts un jour. On le dira à chaque fin de podcast jusqu'à On ce aura que ce bien soit raison vrai. au bout d'un moment. Ouais. Il y a bien un moment, on va finir par avoir raison, exactement. Allez, à plus tout le monde, ciao, salut Thiergo. Salut.